Donc je suis Mathilde Demory et je suis directrice de cabinet au CHU de Nice. On est extrêmement ravis que le CHU de Nice puisse contribuer à cette table ronde puisque ça colle notamment aux thématiques que l'on essaie de développer et qu'on a essayé de développer depuis plusieurs années. Donc le sujet de ces échanges va du coup interroger non pas seulement des sujets et des enjeux que l'on a développés depuis le début de cette université d'été ce matin, mais plutôt les moyens pour une finalité qui du coup nous semble essentielle et qui est notamment une des missions de l'hôpital public, qui est celle du soin et du lien. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par trois personnes de grande valeur et de profils et d'origines un peu différentes. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter. Très bien. Alors moi, je suis Emmanuelle Fèvre, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle La Bulle Laboratoire d'Art Numérique et qui œuvre à démystifier un peu les usages du numérique, plutôt pour favoriser l'usage comme lien social et comme transmission. Donc voilà. Bonjour, je suis Léa Gaillard, psychologue. J'étais psychologue au CHU de Nice à l'EHPAD pendant la période Covid, et maintenant je travaille du coup au DAC C3S à Nice. Bonjour à tous, moi je m'appelle Gilles Bernardin, je suis chef de service de réanimation médicale au CHU de Nice, là-haut sur la colonne ouest, sur la colline ouest. Et donc j'ai l'honneur de diriger aussi les activités de l'espace éthique azuréen qui fait partie de l'espace de réflexion éthique PACA Corse. Et donc c'est à ce titre que j'ai été convoqué pour cette table ronde. Alors convoqué ou invité, en tout cas on est ravis, merci. La problématique, comme vous l'avez vu, qui est posée dans cette table ronde, c'est de voir comment permettre aux personnes de s'approprier les technologies et de s'impliquer dans leur développement. Donc on ne va pas uniquement se centrer, comme vous l'avez compris, sur la technologie, mais plutôt sur les usages et les expériences de terrain, puisque du coup Emmanuel intervient beaucoup sur le secteur du domicile de la ville, mais aussi un petit peu, je crois, dans les structures. Et puis Léa a beaucoup coordonné la mise en place et le déploiement du numérique, notamment pendant cette période de pandémie. Période de pandémie où finalement les mots de distance, de distanciation, l'interdiction des visites et des sorties ont peut-être été un accélérateur aussi. Donc c'est ça que l'on aimerait analyser aujourd'hui et de voir quelles traces finalement on garde de tout ça, puisque c'est ça qui est important dans les enseignements que l'on doit tirer de cette crise. Peut-être juste deux données qui nous ont semblé importantes avant de débuter ces échanges, c'était de dire que suite aux analyses notamment du rapport des Petits Frères des Pauvres, 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leurs proches pendant le premier confinement, puisque, comme vous le savez, il y avait cette interdiction de lien et de contact. Donc, voir comment le numérique a pu être un moyen compensatoire ou pas, puisque Fabrice Zil exprimait aussi le besoin de contact physique, mais quel a été l'impact du digital dans ce confinement et dans cette crise. Et le deuxième chiffre qui nous a semblé important, c'était de dire que 90% des aînés n'ayant pas eu Internet auraient souhaité y avoir accès. Donc comment une ville et un hôpital et d'autres structures doivent maintenant se mettre à ces technologies-là si on était amené à connaître d'autres périodes de difficultés. Donc peut-être professeur Bernardin dans un premier temps, et pour recentrer un peu le débat sur la problématique de l'éthique, est-ce que vous pouvez du coup nous donner quelques indications sur ce qui régit d'un point de vue éthique l'accompagnement et le lien social, et quel est votre point de vue de professeur? Alors, on va partir d'un constat qu'on fait tous, c'est que le confinement, au cours de cette crise, a accéléré la transition numérique de la société. Et l'hôpital, tous les établissements de soins n'y ont pas échappé, jusqu'au maillon, au dernier maillon, c'est-à-dire les services hospitaliers. On a vu arriver donc ces outils de communication qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc à l'espèce les tablettes, les iPads. Et donc ça a permis de rétablir le lien qui n'existait plus entre des patients isolés dont les familles ne venaient pas. Et je dirais que ça a été une belle aventure pour les soignants.
Et ils l'ont vécu comme une aventure d'ailleurs, hein. Et donc, on a vu arriver ces outils et finalement, tout le monde les a utilisés. Alors, je dois dire qu'un élément important, c'est que le soignant est en souffrance de voir un patient qui est isolé à l'hôpital, parce que quand vous êtes hospitalisé, quand on rajoute de la solitude à la souffrance, c'est pas bien. Quand vous êtes une personne âgée en EHPAD, quand on rajoute de la solitude au poids de la vieillesse, c'est une souffrance supplémentaire. Et ça, les soignants le vivent mal. Et leur apporter un moyen de rompre cet isolement avec l'arrivée de ces outils, des tablettes, ça a été vécu comme un moyen finalement de... je dirais ça a allégé l'ambiance dans les services. Alors, le soignant, il soigne par définition. Mais au-delà du soin, au-delà du cure, il y a le care. Et le soignant a cette particularité qu'il pense que son job est fait lorsqu'il va jusqu'au bout de la mission et qu'il s'investit à 200% dans le care. On l'a vu pendant la pandémie, on a tous transgressé, on a évité de déshumaniser la fin de vie, on a cherché à aller au-devant de tous les besoins du patient, même ceux qui n'étaient pas exprimés. Il fallait pallier l'absence des familles, ce vide auquel on n'est pas habitué. Les services de réanimation moderne accueillent les patients, les familles 24 heures sur 24. Et donc on voyait des couloirs vides et c'était mal vécu par le personnel. Il y avait vraiment un sentiment de malaise. Et donc lorsqu'on a vu arriver un moyen finalement pour rompre cet isolement, tout le monde s'est jeté dessus. Les infirmières, les aides-soignantes, les aumôniers, les psychologues, surtout beaucoup les psychologues. Et donc, quand on a vu arriver ces 15 tablettes, eh bien, tout le monde s'est mis, je veux aider le patient à recontacter ses proches. Et donc, finalement, ça a été un outil. Au final, il y avait 3 gagnants. Il y avait le patient, dont l'isolement était rompu. Il y avait la famille, qu'on a pu rassurer. Et puis, finalement, le soignant qui était soulagé de pouvoir apporter un peu de confort, de réconfort à son patient. Voilà. Donc, un effet positif sur rétablir le lien vers l'extérieur. Et un effet positif, collatéral, que moi, je n'avais pas anticipé, c'est l'amélioration de la relation de soins avec ça. Parce que ce soignant, cette infirmière, cette aide-soignante, cette psychologue, voilà, eh bien, ce soignant qui amenait la tablette, qui établissait la connexion, forcément, il assistait à ce qui se disait. Il assistait à cet échange privé, intime, entre le patient, ses proches. Et donc là, le soignant, il changeait de statut, il devenait un peu un confident. Et lorsque il revenait 1 heure plus tard pour effectuer un soin technique, eh bien, le soin technique, on l'a constaté, se déroulait dans un climat de confiance différent. Pendant le soin, on évoquait ce qu'avait dit la petite fille par la tablette. Voilà. Et donc, moi, j'ai constaté, ça a été très net, une relation synergique positive entre le fait de rétablir un lien à l'extérieur et une amélioration de la qualité des soins, les soins se faisant dans un climat de plus grande confiance. Et je dirais pour conclure que finalement, l'arrivée de ces outils, ça a été une façon, un moyen pour les soignants d'investir encore plus ce qu'on appelle une éthique du care, l'éthique de la sollicitude, c'est-à-dire aller au-devant de l'autre, identifier des besoins même non formulés, et puis aller satisfaire ses besoins. Voilà, donc ça a été une belle façon de permettre aux patients, non pas de vivre ou de survivre, mais d'exister. Exister, hein, ça veut dire exister, ça veut dire projeter quelque chose à l'extérieur de soi. Là, en l'occurrence, ça a été projeter son image, projeter son amour vers les siens qui étaient à l'extérieur. Et donc, c'était une façon de permettre
au patient d'exister à ses propres yeux et aussi qu'il existe aux yeux de ses proches. Et encore une fois, c'était une belle aventure et qui a laissé vraiment des souvenirs forts dans tous les services. Merci pour ce témoignage et cette expérience. Peut-être, on a beaucoup parlé du confinement dans les établissements. Et finalement, on peut se demander si on a été plus ou moins isolé en établissement ou à domicile. Alors, je sais qu'Emmanuel, il y a eu de nombreuses initiatives dans le champ du domicile pour justement essayer de casser cet isolement. Est-ce que du coup, tu peux nous partager un petit peu? Et puis, qu'est-ce qui faisait déjà qu'on était un petit peu près? Vous savez qu'on parle souvent de Nice comme culture du numérique et comme territoire un petit peu avancé. Et qu'est-ce qui faisait qu'on était prêt et que les seniors, finalement, ils avaient déjà quelques prérequis pour rompre cet isolement avec leur famille ou avec des tiers extérieurs comme votre association? Disons que je ne sais pas si... Enfin, l'idée des prérequis, je ne sais pas s'ils les avaient, mais en tout cas, on y avait effectivement un peu travaillé. C'est vrai que sur le domicile, en fait, pendant le confinement, nous, on a mis en place des apéros en visio avec nos seniors, qui n'étaient pas particulièrement en EHPAD, mais c'est des seniors qu'on avait eu en atelier auparavant avec lesquels on avait travaillé. Et du coup, donc il a fallu quand même pour certains, et enfin, en grande partie, ils n'étaient pas encore en grande capacité d'utiliser les outils de visio. Et finalement, on a très bien réussi. Et l'organisation d'apéro, en fait, a été une façon de se connecter. Tous les samedis, on avait notre petit rituel. On a fait ça pendant plusieurs mois. Et alors voilà, ce que je disais qui était étonnant, c'est qu'en fait, ils le faisaient pas sans moi. Donc c'est quand même moi qui initiais. Ils étaient quand même contents que je sois là avec eux. Il y avait quelque chose qui perdurait de cette manière-là. Et il y a eu aussi des ateliers de cuisine qu'on a pu faire comme ça, où on envoyait une recette et tout le monde allait acheter les ingrédients et on faisait des ateliers en visio, des ateliers de cuisine tous ensemble, mais en visio. Donc ça, c'était vraiment une initiative qui m'a beaucoup plu. On s'entend encore toujours très bien, on s'envoie plein de messages sur WhatsApp. Voilà, du coup, il y a quand même quelque chose de eux, je pense, de leurs enfants qui leur manquait. Du coup, moi, je me suis aussi occupée de les aider à faire leurs courses en ligne. Enfin voilà, du coup, il y a quand même eu un lien qui est resté comme ça grâce à la visio, parce que finalement, il y a eu plein d'outils qu'ils ont eu à apprendre à maîtriser. Que ce soit de l'ordre des courses en ligne ou alors de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Et donc il y a eu des plateformes qui sont créées, qui ont été très bien. Et c'est vrai que le numérique, à ce titre-là, au niveau du domicile, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais quand même, il fallait les encourager, leur expliquer, les guider dans les initiatives. Et je pense que, en tout cas, tout a commencé un peu avec ces apéros-là. Et c'est vrai que quand on leur a fait ensuite quand on leur demandait ce qu'ils avaient pensé des apéros, je pense que tous, ils se sont dit que c'était quand même quelque chose de vraiment important et que sans ça, ils se seraient vraiment sentis tout seuls, quoi. Donc moi, du coup, c'est venu un peu comme ça, hein, les apéros. On n'avait pas décidé d'en faire. C'est venu un peu tout seul. On s'est dit, tiens, si on se faisait un apéro. Et puis en fait, c'est parti de cette initiative-là. Et je ne sais pas si je peux parler de mon expérience en EHPAD, du coup. Parce qu'avant ça, on avait aussi une expérience où je suis de cimier pour travailler avec les personnes résidentes en EHPAD. Et avec les tablettes, du coup, d'intervenir pour créer des carnets de vie et des histoires de vie. Et donc, que ce soit en groupe ou à plusieurs, hein, parce que l'idée aussi de l'histoire de vie, ça peut se créer au sein d'un territoire. Donc c'est vrai qu'au sein du CHU de Cimier, on a aussi beaucoup de nationalités différentes. Donc, c'était quand même intéressant de comparer les cultures, de parler de choses qui les intéressent, que ce soit au niveau du territoire, de l'histoire ou toujours de la cuisine, parce que ça reste un sujet quand même très important. Mais c'est vrai que sur le carnet des histoires de vie, quand on part sur Google Maps en leur demandant où ils sont nés, et qu'on arrive sur leur maison ou sur un chemin ou sur l'école, on a retrouvé des photos de classe. Du coup, c'est vrai que c'est l'occasion aussi d'exister et de créer un lien avec nous. Et au-delà de ça, de créer un lien avec les familles aussi, puisque même avant le confinement, les personnes ne peuvent pas toujours venir régulièrement voir leur famille. Et ces livres-là, du coup, nous, comme on les crée en numérique, il y avait la double relation au monde, parce qu'il y avait l'utilisation d'Internet pour, on parle d'un sujet, vous avez lu quel livre récemment, c'est quoi le premier livre que vous avez lu, et ensuite de partir sur Internet et de fil en aiguille, d'arriver sur un livre, une musique, un film, des souvenirs, le premier voyage avec la famille, etc., etc. Et ensuite, du coup, de récupérer un peu toutes ces informations, de les mettre sous forme de livres numériques et de les envoyer aux familles par la suite. Et donc, c'est un lien qui s'est fait entre nous et les familles. Les familles, parfois, nous envoyaient des photos pour compléter. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment des expériences
qui nous ont beaucoup touchés, qui ont créé du lien avec nous, mais qui ont aussi beaucoup créé de lien avec les familles qui étaient à l'extérieur, du coup. Alors du coup, peut-être Eléa, une fois les portes fermées, la barrière de cimier fermée aux familles et des iPads livrés pour toi qui du coup accompagnais quand même des patients, des résidents beaucoup plus fragiles et avancés parfois dans leur pathologie. Sachant que le Covid est une maladie respiratoire, voilà, parfois est-ce qu'il y avait des difficultés pour toi et comment, du coup, en tant que coordinatrice pendant cette période-là, tu as vécu les choses avec tes collègues et est-ce qu'il y a eu on va dire des formalités ou des freins ou des choses où tu t'es dit, voilà, là, le déploiement des tablettes va être compliqué parce que, ou finalement, est-ce que les choses se sont faites assez simplement? Est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? Oui, alors étonnamment, ça s'est vraiment bien passé, la mise en place du numérique à l'EHPAD pendant la période du Covid, le premier confinement surtout qui a été très, très strict. Moi, c'est vrai qu'au début, quand on nous a dit qu'on allait fermer les portes aux familles, j'ai un peu paniqué parce que je pensais tout de suite au syndrome de glissement pour des personnes qui finalement la seule chose qui les tenait encore vraiment à la vie, c'était de voir leur famille, de voir leurs petits-enfants. Donc je me suis dit que ça pouvait être grave s'ils ne voyaient plus leur famille. Donc on a eu la chance d'avoir des tablettes qui nous ont été fournies et la mise en place s'est relativement bien passée. D'autant que donc dans mon service, côté EHPAD, j'ai été renforcée de plusieurs autres psychologues. Donc on était 4 en tout pour pouvoir développer les visioconférences avec les familles. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était quand même assez drôle de leur faire découvrir ça, parce qu'ils avaient jamais vraiment fait de visioconférence avec leur famille, et avec des personnes surtout qui avaient des troubles neurocognitifs, donc qui ne comprenaient pas forcément pourquoi leur famille était derrière un écran sur un petit carré. Mais dans l'ensemble, ils se sont très très vite habitués et ça a été, on va dire, un bon pansement parce que rien remplace le lien, le physique avec les familles, surtout quand on est voilà, dans un établissement. Mais très vite, ils se sont adaptés et très vite, ils attendaient avec impatience les rendez-vous avec leur famille. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché que même une fois les portes réouvertes, pour certains résidents dont les familles étaient loin, on a pu continuer à mettre en place les visios. Ça a perduré, donc regroupé sur un jour, parce qu'après j'étais de nouveau seule en tant que psychologue pour pouvoir assurer ça. Donc sur un jour, on avait regroupé les appels visio avec les familles pour les résidents. Par exemple, il y avait un résident dont sa petite fille était en Russie, donc c'était compliqué pour lui de pouvoir la voir. Il la voyait quasiment jamais, mais là, du coup, il pouvait la voir toutes les semaines. Et donc, c'est vrai qu'on a fait perdurer ça ensuite. Donc, ils se sont bien adaptés. Alors, professeur Bernardin, pour rebondir un petit peu sur les propos précédents que vous teniez, jusqu'à quel moment le numérique finalement est un outil, et notamment en réanimation où parfois vous avez dû avoir des patients qui s'aggravaient, et est-ce que parfois vous avez dû dire stop à la visio, ou en tout cas avec vos équipes en concertation, puisque l'état du patient s'aggravait, et comment les équipes ont dû gérer cette transition à un moment donné où le patient était peut-être en plus grande difficulté et où ça vous semblait compliqué de maintenir ce lien social? Alors, la visio, par définition, il faut un patient qui soit en état de recevoir l'image et de produire quelque chose qui ait du sens pour sa famille. Donc, en réanimation, il y a des patients qui sont sédatés, intubés, ventilés. Donc, évidemment, c'est pas possible. Si le patient n'est pas capable d'avoir une conversation qui se tienne, il ne faut pas non plus y produire de l'anxiété pour la famille. Donc, ça nous est arrivé pour des patients extrêmement fatigués de faire simplement une courte vidéo avec l'accord du patient qu'on envoie à la famille. Voilà. En expliquant, bon, il est fatigué, il se repose, mais
Voilà, et de faire une petite vidéo d'une minute où le patient agite un peu la main, sourit, mais quand il n'était pas capable finalement de tenir une conversation, on s'est rabattu sur un petit succès d'année, si vous voulez, pour quand même envoyer. Parce que les familles s'étaient un petit peu habituées à recevoir ces petits messages qui arrivaient et on ne voulait pas rompre un peu la magie, si vous voulez. Voilà. Donc, soit le patient était en capacité de produire quelque chose, soit on essayait de trouver des astuces. Voilà. Et puis après, pour les patients qui étaient intubés, ventilés, bah là, évidemment, ce n'était pas possible. Alors, un autre sujet qu'on souhaitait aborder, c'était le sujet de la charge en soins versus, on va dire, la nécessité de pouvoir développer de nouvelles compétences pour les équipes, parce que tout le monde n'est pas habitué à utiliser des technologies. Est-ce que, pour toi, Emmanuel, la problématique de la formation aujourd'hui a été du coup un enjeu qui s'est renforcé au travers de cette crise sanitaire et quel métier, selon toi, dans le secteur médico-social ou médical, est-ce qu'il faut faire émerger de nouveaux métiers ou est-ce que finalement on a déjà des métiers qui sont en phase avec les compétences et les objectifs que le numérique doit et peut remplir pour des résidents et des patients? Alors là, c'est une vaste question. En fait, c'est évident que dans l'idée, le one-shot est bien, mais ne sert pas. Donc, pour instaurer quelque chose dans le temps, c'est vrai que quand on fait des actions comme ça, où on se dit que enfin, voilà, de pouvoir dire c'est super parce que les patients voient leur famille, etc., il faut que les gens soient formés à l'utilisation du numérique. Alors évidemment, on peut se dire qu'avec les années qui vont arriver, tout le monde sera un peu formé au numérique, les patients inclus d'ailleurs. Et qu'il y aura peut-être de la demande par rapport à un bon Wi-Fi et que ça peut être un choix sur le choix de l'EHPAD à venir. Mais c'est vrai que je pense que la formation, c'est quelque chose d'essentiel parce que finalement, le numérique n'est pas toujours quelque chose de bien vécu avec les animateurs avec lesquels on a pu travailler, avec les soignants aussi un peu. Parce que forcément, nous, quand on travaille dans les EHPAD, on travaille avec les équipes en entier. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que ça ne sert à rien qu'on arrive, qu'on débarque, qu'on dise tout le monde nous attend et qu'on reparte. Parce qu'en fait, ça demande que les équipes soient partie prenante des projets qu'on est en train d'essayer de monter, que ce soit les animateurs ou les soignants, parce qu'il faut qu'ils nous les amènent, parce qu'il faut qu'ils expliquent le projet, parce qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il faut aussi valoriser, au travers des actions numériques, on peut aussi valoriser ce que font les soignants et ce que font les animateurs avec les patients. Donc moi, je trouve que c'est quand même très, très important. Je pense que la valorisation, c'est quand même un sujet très important. Et le numérique, en fait, a souvent été vécu, de notre retour en tout cas, comme quelque chose qu'on allait leur demander, qui n'est pas forcément au service du soin, c'est pas forcément analysé comme quelque chose qui est au service du soin en tant que tel. Et si c'est pour juste prendre des données de manière numérique, etc. Donc du coup, c'est vrai que quand on arrive en disant on va faire du numérique, souvent la réponse était bon, c'est pas notre métier non plus. Et en fait, je pense que ça peut faire partie de leur métier, en tout cas sur l'animation, c'est sûr et certain. Mais il faut le voir comme une partie créative qui permet de transmettre et de faire le lien, et pas comme quelque chose qui vient, comme quelque chose qui se rajoute encore à des tâches qui sont déjà, et à des métiers qui sont déjà assez chargés quoi, au quotidien. Donc je pense qu'il faut que ce soit des projets qui soient mis en concertation avec évidemment toutes les directions pour bien expliquer la différence entre le numérique au service du lien et au service de la créativité pour pouvoir communiquer, et le numérique qui serait un numérique peut-être plus au quotidien dans les tâches de soins, entre guillemets. Voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a deux parties qui sont différentes et qui peuvent parfois être mal vécues d'un côté, mais pas forcément de l'autre. Donc il y a une vraie réflexion à avoir, je trouve, sur la formation. Je ne sais pas si ce serait un nouveau métier. En tout cas, je pense que ça pourrait être à penser, peut-être. Mais enfin, voilà, je pense qu'en tout cas, au service de la formation, pour former les personnes ou le personnel aux usages du numérique, qui soient plutôt au service des patients et pas que au service d'une plus grande productivité, quoi. Peut-être Eléa là-dessus, est-ce que du coup, toi qui as été, on va dire, leader et coordonnatrice du projet, en tout cas pendant la pandémie, est-ce que du coup les équipes, en tout cas autres que les psychologues, etc., se sont saisies des outils
Ou est-ce que pour toi, c'est le travail des psychologues et moi, je suis aide-soignante, mais mon travail est un travail technique, bien que dans le relationnel, dans le dialogue, etc. Mais est-ce que vous avez finalement gardé une trace de ça et est-ce que vous avez l'occasion de vous former a posteriori sur d'autres sujets touchant au numérique ou on va dire ça a été pendant le confinement et puis après on a repris le travail, on va dire normal. Comment les équipes ont ressenti tout ça? En fait, déjà, les équipes n'avaient pas le temps de s'occuper de faire des appels visio, par exemple. C'était pas conciliable avec leur emploi du temps, vraiment. Tout est quand même très chronométré, donc c'était pas quelque chose qu'ils avaient le temps de faire. En plus, comme on disait, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose un petit peu d'intrusif avec les familles. On assiste quand même à l'échange et des fois, il peut jouer des choses aussi entre la famille et le résident. Donc, je ne dis pas que les soignants ne sont pas capables de gérer ça, mais c'est vrai que des fois, après, s'en suivait un entretien, plus en termes psychologiques avec le résident. Donc par rapport à ça, non, ils s'en sont pas saisis, mais les équipes de mon service, par contre, ont fait d'autres choses. C'est-à-dire que pour le repas de Noël, qui n'a pas pu avoir lieu parce que de nouveau confinement, et puis on ne pouvait pas réunir autant de monde dans cette salle, mais les soignants ont d'eux-mêmes pris l'initiative de pouvoir, pour pallier au manque du repas de Noël, ont pris en photo les résidents avec leur accord bien sûr et ont ensuite créé une petite carte qu'ils ont envoyée aux familles et ça participe au lien entre la famille et le résident, mais au lien aussi entre les soignants et les résidents et entre les soignants et les familles. Et donc ils ont innové d'une autre façon, on va dire. Mais par contre, ils n'avaient pas le temps de faire les appels visio, vraiment. Alors, professeur, peut-être une question, on va dire, à un autre niveau. On parle souvent du fait que les établissements se soient débrouillés d'eux-mêmes, étaient créatifs, inventifs, etc. Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité nationale qui a peut-être pas été pointée sur, on va dire, l'impact de ces nouveaux métiers du numérique, ou en tout cas la place que ça doit prendre dans la prise en charge, la prise en soin? Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire émerger des constats au niveau des établissements, du territoire pour vous, ou est-ce que finalement l'État a fait ce qu'il pouvait et puis doit du coup, on va dire, rester sur cette même lignée? Quel est votre avis là-dessus? Alors, on connaissait des circonstances où on utilisait déjà ces outils. Par exemple, les enfants hospitalisés, les enfants en onco-hémato. Donc, pour rompre le lien, les équipes utilisaient ça. C'est la première fois où on l'a utilisé à grande échelle. Voilà. Et je pense que c'est au moins un des points positifs du Covid. Et si on pouvait garder ça, ce serait pas mal. Alors, ça va demander de la logistique. Ça va demander d'équiper en tablette, ça va demander des connexions Wi-Fi qui tiennent la route. Voilà, ça va demander de la logistique. Donc forcément, chacun devra prendre sa part. Je pense que ce n'est pas uniquement à la direction de l'hôpital sur ses fonds propres qui doit développer ça. Il faut qu'il y ait un plan national numérique des hôpitaux, mais numérique au service du patient. Quand on dit le numérique à l'hôpital, on pense essentiellement les outils de gestion des soins. Voilà, les logiciels qui vous permettent de collecter les données du patient, les données physiologiques, de produire du dossier médical, l'envoi automatique des lettres de sortie. Ça, c'est le numérique hospitalier qu'on connaît. Mais après, il y a tout cet aspect du numérique qui permet le relationnel et de rompre l'isolement du patient, où là, le champ est en friche. Voilà. Et je pense que à l'épreuve du Covid, il faut se dire, ça c'est une piste intéressante, ça il faut travailler dessus. Il va falloir trouver peut-être des centaines de millions supplémentaires, mais il n'y a qu'à demander à la BCE de faire marcher les imprimantes. Hein, voilà. Donc, oui, je pense que le Covid nous a montré là, pointé du doigt, quelque chose d'intéressant qui va renforcer un petit peu ce que j'appelais l'éthique de la sollicitude. Voilà.
penser à tous ces patients isolés. Vous savez, on vit dans une société qui est terriblement individualiste. On n'est pas dans ces sociétés africaines ou asiatiques où vous avez 30 personnes de la famille en permanence qui se relaient pour entourer le patient. Donc il faut que nous, on s'évertue à imaginer des dispositifs pour aussi penser à ces gens qui sont esselés. Alors il se trouve, c'est paradoxal, ils sont dans une ruche. Le ruche, c'est l'hôpital, c'est le service. Tous les soignants, vous savez qu'il y a quand même, on est en manque de soignants, tout le monde pousse les wagonnets au fond de la mine, donc il y a une ruche qui s'active autour du patient, mais le patient reste seul dans son lit. Voilà, donc tout dispositif qui va essayer d'améliorer cette situation sera le bienvenu. Oui, ça fait penser un petit peu dans les messages d'alerte sanitaire aux recommandations autour du bingo couloir qu'on recevait de la part du ministère de la Santé, où là, pendant la pandémie, ils nous demandaient de mettre les résidents à la porte de la chambre pour jouer au bingo couloir et au karaoké. Donc on a eu parfois des recommandations assez étonnantes.